Bienvenue dans l'émission Ose ta différence. À ceux qui rêvent d'un monde nouveau, un monde où l'amour serait l'énergie de la vie, du partage, de la solidarité, plutôt que la peur qui isole et anéantit. Un monde de conscience et d'unité. Je suis Catherine Tournedouet, coach booster d'énergie, guide des traversées qui vous aide à devenir pour exister. Avec ce podcast, je vous donne rendez-vous tous les lundis matins pour vous offrir un espace d'inspiration avec des clés, des réflexions, des témoignages. Il est temps de bouger, le monde t'attend. Ose ta différence pour faire la différence. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast dans la série Ose ta différence. Aujourd'hui, c'est l'entretien du mois et vous savez quoi, il se passe en direct. En effet, je reçois Najib Lamjaj, j'ai toujours du mal avec son nom parce qu'en fait, je l'appelle toujours par son prénom, que je remercie d'avoir osé se lancer avec moi dans cette aventure qui consiste à mettre en avant une vie singulière. Aujourd'hui, donc, c'est le deuxième partage. Le mois dernier, vous avez eu l'histoire d'Hélène, où on était plutôt sur comment l'obstacle montre le chemin, en fait, comment Hélène a changé sa vie après un accident. Et là, aujourd'hui, ça va plutôt être comment faire avec les contraintes. Voilà, donc Najib, que je reçois aujourd'hui, moi je l'appelle le magicien. Et même quand j'ai réfléchi à ce podcast, ce qui m'est venu, c'est le dompteur de lumière, et vous allez comprendre pourquoi. Bonjour Catherine, merci en tout cas de m'accueillir sur ton podcast. Eh bien Najib, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. Et avant de te laisser la parole, parce que ça va être ton espace aujourd'hui, je voudrais juste vous raconter pourquoi Najib est là aujourd'hui en fait. Najib, avec lui, c'est une rencontre déjà. C'est une aventure, j'ai envie de dire, une aventure extraordinaire. Pour moi, je dirais, il a montré, il a rendu possible ce qui me semblait impossible. Il est venu bousculer mes croyances, élargir ma vision sur ce qu'on pouvait faire avec certaines contraintes et montrer comment est-ce qu'on pouvait s'adapter. Donc j'ai voulu que vous l'écoutiez parce qu'il va vous montrer qu'il y a d'autres choix possibles face à la difficulté et vous donner beaucoup d'espoir. Parce que moi, quand des fois j'ai un petit coup de mou, quand des fois je me prends les pieds dans le tapis avec des choses qui sont parfois pas grand-chose, mais pour moi qui m'apparaissent insurmontables, quand j'écoute Najib, ça me remet tout de suite les choses. Voilà, je relativise en fait. Voilà. Et donc j'avais envie que vous puissiez bénéficier de cette belle énergie pour vous donner de l'espoir dans les moments de turbulence et vous éclairer dans vos zones d'ombre. Merci voilà. Catherine, c'est beaucoup d'éloges, merci beaucoup. Donc voilà, donc on est un petit moment là avec Najib. Et donc Najib, je vais te laisser te présenter. Qu'est-ce que tu as envie de nous raconter de toi là ? Eh bien, alors ce que je peux vous dire, c'est que je suis, donc j'ai 43 ans. Je suis né à Reims et je suis non-voyant. Donc on peut dire que je suis aveugle. Hein, voilà. J'ai eu un parcours de vie finalement où j'ai eu beaucoup de chance et aussi quand même des difficultés, notamment liées à ma cécité. Pour me présenter donc en quelques mots, ce qui est important par rapport à mon parcours à retenir, c'est quelques dates. C'est en fait finalement, je suis né malvoyant et j'ai passé beaucoup de temps enfant à l'hôpital. Donc ça a eu des conséquences, et pas pour pleurer là-dessus, mais ça a eu des conséquences dans ma gestion du sommeil, dans ma gestion de vie assez tôt. J'ai eu beaucoup de difficultés là-dessus. Et ensuite, à l'âge de 8 ans, je suis devenu aveugle complètement. En fait, j'étais malvoyant déjà, donc au départ, et j'ai complètement perdu la vue à 8 ans, où j'avais déjà perdu un œil à la suite d'opérations qui ne s'étaient pas très bien passées. Et ensuite, à 8 ans, j'ai eu un accident. Donc, je jouais avec mes cousins, mes frères et sœurs. C'était cool. Et en fait, je me suis cogné dans une porte assez violemment. Et là, le deuxième œil avec lequel je pouvais voir encore, je l'ai perdu. Donc là, Donc là, j'ai connu la cécité complète à partir de 8 ans. Donc ça a été aussi un moment important parce que j'ai eu beaucoup de chance parce que ça m'est arrivé jeune.
Donc quand on est jeune, on a beaucoup d'énergie et beaucoup de capacité à se remobiliser. Ça, c'est ma chance. Ce qui a été difficile, ça a été qu'il a fallu tout changer. Il a fallu m'adapter, même jeune, il faut quand même le faire. Et donc, pour faire vite, en fait, là, j'ai intégré quelques mois après. Alors, ça a duré assez longtemps, parce que l'accident, c'est une chose, mais il y a eu les séquelles de l'accident, ça a quand même duré quelques mois. Voilà, j'avais quand même des problèmes de santé, des choses comme ça qui étaient assez importants. Mais ensuite, j'ai intégré donc, l'école des jeunes aveugles. Donc, c'est une école qui accueille les personnes, les enfants malvoyants et aveugles, donc sur Paris. Donc, je me suis retrouvé avec des gens comme moi, et ça m'a fait beaucoup de bien. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que je me suis rendu compte finalement qu'il y avait des gens qui vivaient comme moi, et que finalement ça se passait assez bien, on pouvait faire du sport, etc. Alors auparavant, j'avais croisé d'autres personnes handicapées, mais j'étais mélangé. J'ai des classes mélangées, donc il y avait quelques personnes qui avaient des problèmes de vue, mais très peu. Donc c'était pas exactement la même chose. Alors que là, on était qu'entre nous, qu'entre personnes qui ne voyaient pas. Et finalement, quand même, au début, je dois avouer, ça m'a fait du bien. Donc sinon, pour faire simple, j'ai suivi une scolarité classique. Je n'aimais pas trop l'école. Mais bon, je me suis accroché parce que je suis quelqu'un de sage. Et je suis quelqu'un de discipliné. J'ai toujours été. J'ai jamais été quelqu'un de révolté. C'était pas mon tempérament. Après, voilà, la jeunesse, mais par contre, j'avais envie de vivre des choses fortes. Et donc le sport, j'ai fait beaucoup de sport. Pour moi, ça a été important, le sport, dès ma jeunesse. Donc je continue aujourd'hui d'ailleurs. Je viens de finir un 10 km avec un guide où vraiment j'ai tout donné. Wow. J'ai tout donné. Donc je suis très content. Mais donc voilà, le sport, je pense que je reviendrai dessus parce que c'est des expériences incroyables. Et ensuite, après donc, ces études dans cette école spécialisée, là c'est très important par rapport à la spécificité du handicap, c'est que j'ai souhaité, j'étais content au début, mais à la fin j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus, j'avais juste envie de partir. C'est pas parce que j'aimais pas mes amis, je les adorais, mais j'en pouvais plus dans un centre qu'avec des personnes qui ne voient pas. Je voulais vraiment vivre avec tout le monde. Alors, on avait le week-end, donc j'avais mes amis de mon quartier, parce que j'ai grandi dans un quartier de Reims, la ville de Reims, je suis né à Reims, et donc je faisais quand même beaucoup de choses avec eux, et j'ai pu m'intégrer à partir de l'adolescence. Pour moi, franchement, l'enfance a été très difficile, avec le milieu ordinaire, ça a été très dur, parce qu'en fait, je voulais faire du sport, et j'étais très frustré, ça a été une cause de souffrance énorme chez moi, vraiment énorme. Je me souviens vraiment beaucoup avoir pleuré là-dessus. C'est que je voulais faire du sport avec eux, mais je ne pouvais pas. Et je jouais tout le temps au foot, par exemple, mais moi, je ne pouvais pas jouer au foot. Enfin, j'avais essayé, mais je me suis pris 2-3 fois le poteau du goal, donc j'ai compris que ce n'était pas possible. Enfin, c'est mon corps, moi, je n'avais pas encore compris. Mais par contre, il y avait quelque chose de formidable, c'est que j'adorais le vélo. Et quand j'ai perdu la vue, pareil, on m'a dit, le vélo, ça va être compliqué. Et en fait, j'ai réussi à faire du vélo. Et jusqu'à l'âge de 20-25 ans, dans mon quartier. Donc j'étais un peu ridicule. Petit, ça allait, parce que les enfants font du vélo en quartier, donc ça allait. Mais par contre, à 20 ans, quand je prenais le vélo, que je faisais un tour dans le quartier, je pense qu'on ne me prenait pas pour quelqu'un de très sérieux. Mais moi, ça m'était égal. Je voulais vraiment faire du vélo, donc je faisais du vélo dans le quartier. Jusqu'à très très tard, vraiment. Même quand je venais voir mes parents dans ce quartier, je prenais le vélo, j'en faisais 1 heure, 1 heure et demie. Donc c'est un peu toujours les mêmes tours. Mais j'avais mis en place une stratégie. Et en fait, nous, quand on ne voit pas, on a ce qu'on appelle le sens des masses. Et le sens des masses, ça veut dire qu'on perçoit les espaces, on ressent les espaces, on ressent les murs. Donc on est capable de ressentir si on est à 3 mètres, 4 mètres, 2 mètres d'un mur. Donc j'utilisais ce sens-là et je faisais du vélo finalement près des murs et puis dans des espaces où j'avais pris 2-3 repères. Donc ça, c'était génial. Mais par contre, les autres sports en collectif, j'y arrivais pas trop. J'avais 2-3 amis qui étaient sympas, mais je sentais tout de suite que c'était un poids. Donc ça, c'était vraiment un problème. Donc j'ai grandi avec ça.
Ici à l'école des aveugles, j'ai pu, alors ça n'est pas très loin de là où on est actuellement, mais en tout cas j'ai pu en faire beaucoup de sport avec les camarades malvoyants et aveugles, donc ça c'était super. Et ensuite, comme je disais, à l'adolescence, j'ai voulu ressortir de là, vivre avec tout le monde, voilà, être avec ma différence, mais au milieu de tout le monde. Je suis arrivé j'ai eu mon bac dans cette école, et là je me suis retrouvé à l'université. J'avais une envie folle de sortir, de partir, vraiment une énergie, une envie de rencontrer, c'était énorme, énorme. Donc je suis parti très motivé, à fond la caisse, vraiment sans aucune retenue. Et ben même avec cette retenue, ça a été costaud, ça a été violent. Parce que quand je suis arrivé à l'université de droit avec tout le monde, ben, je me suis retrouvé là, le seul non-voyant, avec des amphithéâtres de 300 que certains, j'imagine, connaissent bien, avec des cours, des TD, machin, Five Face Demo, etc. Et vraiment, moi, ce que j'ai ressenti, c'est comme si on m'avait mis une claque. Vraiment, j'ai ressenti ça comme ça, alors que j'avais cette motivation énorme, quoi. Et ben, franchement, ça a été... Puis je vivais seul, hein. Moi, à l'âge de 18 ans, j'étais en chambre universitaire. Voilà, je vivais seul, complètement de façon indépendante. Donc je faisais mes études avec les autres, mais la première semaine, ça a été vraiment difficile. Mais j'ai une force, j'ai un truc qui m'aide jusqu'à aujourd'hui, toujours, c'est que, un, j'aime les gens, deux, même si j'ai peur, j'ose faire, donc j'ai osé parler avec des gens, demander de l'aide. Et en fait, ça a été extraordinaire. Donc j'ai eu vraiment ces quelques jours, cette semaine difficile, et après je suis tombé sur des gens extraordinaires. Et il y a eu, les gens globalement m'ont aidé. Ils m'ont aidé. Alors dans l'aide, il y a des gens qui m'ont aidé de façon simple, donc sur une petite demande, etc. Bon, il y a des gens qui veulent pas aussi trop donner, donc ils veulent qu'on sentait qu'on dérangeait quand on demandait quelque chose. Et puis il y a une catégorie de gens. En tout cas, moi j'ai eu cette catégorie de gens, mais extraordinaire. C'est-à-dire que c'était des anges, quoi. Pour moi, c'est encore, je pense à eux là, vraiment. Je suis ému, en fait, je suis encore ému alors que ça fait 20 ans. Et en fait, voilà, je pense à une personne en particulier, même 3-4 personnes qui ont été extraordinaires. Donc ils m'ont aidé à me déplacer, ils m'apprenaient les chemins. Et en fait, moi, ce que je faisais, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est qu'à l'époque, je prenais mes cours sur ordinateur. C'était le début de l'informatique, c'était les fin 90, début 2000, on était vraiment au début. Tout le monde n'avait pas encore d'ordi, etc. C'était une partie, mais pas tout le monde. Moi, je prenais mes cours et en fait, les gens me les demandaient et je les donnais. C'est-à-dire que j'avais pas cette prétention, c'est moi qui les ai écrits, c'est mes notes. En fait, donc je sais que mes notes ont fait vraiment au moins la moitié de l'amphi. Ça, j'ai appris, on me l'a dit. Il y a des gens qui venaient me remercier pour me dire oh, mais merci, j'ai lu tes notes, c'est cool, ça m'a aidé pour réviser. Donc moi, ça, c'est vrai, je me suis pas posé de questions à qui je donne, etc. Donc moi, je donnais, voilà. Et ben, en fait, en donnant ça sans conscience, ben les gens, ça m'a permis aussi de créer beaucoup de liens. Parce que du coup, j'étais identifié comme le gars. Si tu es en galère, tu vas lui demander les cours. Lui, il est là à tous les cours. Oui, ça, j'étais très assidu. Il est là à tous les cours, il a des notes. Donc j'avais quand même pas mal de gens qui me demandaient. Alors, il y avait mes protecteurs, parce qu'il y avait quand même un super groupe et tout, qui me disaient ouais, oh, ils exagèrent, ils viennent à chaque fois te demander. Je dis, oh, on s'en fout, de toute façon, je les ai écrites. Donc qu'il y ait une personne ou 20 qui les ait, ça change rien pour moi. Donc voilà, moi j'avais cette façon de penser là en tout cas. Donc j'ai réussi et on me donne... Ah oui, ça c'est très important. Moi on m'a dit en troisième, on m'a dit tu iras pas au bac. Quand je suis rentré à la fac, on m'a dit tu passeras pas le DUG. Ça c'est très... Donc le DUG à l'époque c'était la deuxième année après le bac. En fait, j'ai eu ça et en fait ça m'a aidé. Parce que ça me vexait, hein, bien sûr, ça me faisait mal même. Mais par contre ça me donnait une rage de vaincre énorme. Et je me souviens très bien, quand j'ai amené à mes parents, que j'ai dit que j'avais réussi, j'avais passé première année, deuxième année de droit, donc je fais études de droit. Et en fait, ils étaient surpris. C'était « Ah bon, mais on ne pensait pas que tu allais réussir. » Donc moi, j'étais toujours le gars à qui on mise pas, je ne suis pas un cheval sur lequel on mise parce que j'en fais pas des caisses. Je ne suis pas brillant, spécialement brillant. Par contre, je suis persévérant. Ça, je persévère, je ne lâche pas l'affaire. Je suis courageux. Ça je le donne. Mais quand je parle avec ma compagne Corinne, souvent,
de ce sujet. Mais dit, ouais, tu te débrouilles de ça. Mais moi, je trouve pas que je suis... Voilà, j'ai pas de facilité intellectuelle, j'ai pas de facilité en termes de raisonnement, mais par contre, je lâche pas l'affaire. Donc, Tu t'accroches, je quoi. m'accroche, Ouais. quoi. Je m'accroche même quand plus personne n'y croit. Moi, je suis là encore avec mon doigt. Je doute, hein, mais je m'accroche, quoi. J'essaye, j'y vais. C'est pas grave, c'est la tempête, on va y aller, on va y arriver. Donc, je fais mes études de droit. Pourquoi j'ai fait du droit? Franchement, en vérité, je voulais faire de l'économie, mais j'en ai pas fait. Moi, aujourd'hui, maintenant, je vous dis, j'aurais dû faire de l'économie. Mais à l'époque, bon, j'ai pas osé déjà. J'ai osé faire du droit, c'était le plus proche. Ça me plaisait pas mal, parce que moi, mon ambition, petit, c'était, je voulais monter ma boîte. Je savais pas en quoi, mais je voulais monter une boîte. Pourquoi? Parce que je voulais être indépendant. Je pense que moi, je viens d'un milieu où mon père était ouvrier, donc j'entendais toujours ce discours patron, ouvrier, etc. Je veux être patron. Mais franchement, j'avais aucune idée de quoi, de rien, quoi. Donc, donc je suis arrivé fac de droit. J'ai fini mes études. Mais voilà, au bout de 3 ans, je m'ennuyais un peu. J'avais envie de découvrir autre chose. Je suis parti en Irlande. Donc, je suis en 4e année de droit, en correspondance. Donc là, je tente un truc de fou, alors que là, j'ai pu d'ailleurs vérifier que les études en correspondance, c'est pas mon truc. Mais donc, je pars en Irlande, donc avec ma canne, une nouvelle expérience. Je quitte la France et je fais ma maîtrise, ma 4e année, mon master 1 aujourd'hui, en cours à distance. Et là, donc l'anglais, j'étais une quiche. Franchement, j'étais vraiment pas terrible en anglais. Et alors oui, ça c'est important. L'anglais, un autre problème pour moi. Ma prof d'anglais, là où j'étais au collège, me disait, avait dit une fois, c'est normal, t'es d'origine maghrébine, l'anglais, c'est normal que ça soit difficile pour toi. J'avais 3, hein. Donc c'était quand même douloureux. J'avais quand même 3. Alors j'ai réussi à monter à 7. Alors, je suis quand même arrivé au bac, je crois que j'avais eu 14. Bon, j'étais quand même content. Mais bon, sincèrement, j'étais nul. J'étais nul en anglais, je ne savais pas parler. Donc j'arrive en Irlande, on me met dans une boîte, mon première expérience professionnelle, avec l'anglais où j'étais vraiment pas terrible. Pareil, rencontre incroyable. Moi, ce qui m'a sauvé dans ma vie, c'est les rencontres. Franchement, ce n'est que les rencontres. Là, je rencontre une fille super sympa qui parle français et qui est irlandaise et qui avait donné des cours d'anglais à des Français. Et cette personne-là avec qui on devient pote, hein, franchement, on sortait tout le temps ensemble, on allait faire des pub, bon machin, parce qu'en Irlande c'est le pub. Et donc dès que j'ai un problème avec l'anglais, je lui demande, je dis attends, faut que tu m'aides et tout. Là, je commence. Elle m'a fait décoller, hein, parce que là j'étais obligé, il fallait se confronter à la réalité. Mais en même temps, c'était compliqué parce que c'était les débuts de l'informatique. On était là en 2001. Et donc l'informatique adaptée pour les aveugles, on était, mais alors pas. Alors aujourd'hui, tout n'est pas réglé, mais alors à l'époque, c'était juste pas du tout au point. C'était une catastrophe. C'est-à-dire pour aller consulter un mail sur Internet, c'était une affaire d'État. C'était un truc incroyable. Donc là, grosse difficulté. Bon, j'ai essayé de faire ce que je pouvais, hein. J'ai vraiment donné le maximum, mais c'est vrai que c'était pas fou. Mais j'arrivais à. Alors, j'étais chargé de rédiger des articles. Donc, ça, c'était intéressant parce que j'ai rencontré des enfants qui étaient en nord-irlandais. J'étais à Belfast, donc catholiques, protestants. Ça, c'était super. J'ai fait des rencontres parce qu'il y avait un vrai problème. Enfin, il y a toujours, malheureusement, une difficulté entre les catholiques et les protestants sur l'Irlande du Nord. Et donc, j'étais dans une association qui devait promouvoir la paix. Donc, je rencontrais des gens très différents. Et j'ai organisé une kermesse avec des activités. Alors ça, j'avais déjà expérimenté. Pourquoi ? Parce que ça aussi, je me suis beaucoup investi en tant que bénévole. Moi, dans mon quartier, on avait monté une association, on faisait des kermesses, on faisait des fêtes. On avait réussi à bouger tout mon quartier. Les vieux, les jeunes, les Portugais, les Maghrébins, les Français. Enfin, c'était super. Donc, je savais faire. Donc ça, j'ai réussi à dire à mon responsable, bon, je suis nul pour Internet. Par contre, t'inquiète, organisation de kermesse, je sais faire. J'en ai déjà fait, je sais faire, fais-moi confiance. Et puis en plus, à côté, je suis musicien. Donc je pouvais participer à ça. Donc ça, c'était super. Et donc, on a réussi à monter ça. Ça a marché pas mal. Mais après, à la fin, ça s'est pas bien terminé. Notamment avec ce problème-là d'ordinateur. J'étais en grosse difficulté avec ça. Pourtant, j'adorais l'informatique. J'en ai fait depuis petit.
Mais là, l'accessibilité, c'était vraiment juste très difficile. Donc, j'ai passé 7 mois avec eux. Ça s'appelait Peace People, l'organisation, je me rappelle encore. Et pareil, je rencontre une autre personne, incroyable, qui m'aide aussi là. Une amie très proche, hein, après malheureusement qui n'est plus parmi nous, qui est décédée, mais c'était une juriste et tout ça. Et donc elle m'a pareil beaucoup aidé. Donc, mais là, cette expérience en Irlande, je peux vous dire que, et là ça fait très longtemps que j'ai pas pleuré, mais ça m'est arrivé de pleurer hein, quand j'étais à Belfast, où je me baladais avec ma canne. Je devais aller endroit A, endroit B, où j'avais des conditions de logement qui étaient assez difficiles. J'ai dormi par terre sur un lit, enfin il n'y avait pas de lit, hein, c'était un matelas posé au sol. Une galère, vraiment c'était... donc à un moment j'en pouvais plus, quoi. J'ai dit mais je vais rentrer, j'en peux plus. Finalement j'ai réussi à négocier, alors ils me payaient des indemnités, enfin c'était compliqué l'histoire du paiement d'indemnités, etc. Donc je me suis logé comme j'ai pu. J'ai tenu, et puis finalement quand même au bout de... J'ai passé 8 mois, et je suis rentré. On peut dire que c'est une expérience où l'expérience professionnelle s'est pas très bien passée. À la fin, on a terminé en bon contact, mais quand même, je suis parti parce que vraiment, j'y arrivais plus. Mais au niveau personnel, c'était extra. Moi, je suis revenu en Irlande après chaque année. Je revenais chaque année parce que j'avais créé ce lien-là. Et moi, je m'étais développé une force incroyable parce que d'aller faire des réseaux, je me suis retrouvé dans les universités de Belfast, etc. J'ai dû vraiment me pousser au maximum, quoi. J'avais personne là-bas, à part ces amis-là que j'ai rencontrés, qui sont devenus d'ailleurs des amis très très proches après. Voilà, donc il y a une personne avec qui j'ai partagé quelques années de ma vie, enfin vraiment c'était formidable. Donc super, hein, Belfast, mais par contre, je rentre, je dois passer ma maîtrise en droit. J'ai pas foutu grand chose. Je suis à la ramasse, cours en distance, j'ai pas réussi. J'échoue. Donc là, alors que j'avais réussi toutes mes années universitaires direct en juin, là j'arrive, je rate. Je rate juin, je rate septembre. Enfin, ouais, je rate tout, quoi. Et puis je rate, et pas un peu, hein, je rate avec 4, 2, 3. Alors ça, c'est important, c'est que j'avais aussi tenté de faire Sciences Po. Et j'avais réussi j'ai échoué à très peu. Et en fait, j'ai voulu intégrer des écoles pour préparer Sciences Po. Ça aussi, ça a été très difficile. C'est qu'on m'a dit, monsieur, on m'a mis 2 en fait. 2 à toutes les matières, 2 et 3. Donc j'ai été voir le directeur avec la personne. Il y avait une personne qui était venue pour m'aider à écrire et lire. Et le monsieur m'a dit, monsieur, pour vous, c'est mieux que je vous intègre pas. Alors que j'avais été choqué parce que j'avais tenté le concours de Sciences Po en direct et j'avais eu entre 8 et 12 entre les différentes matières. Et là où c'était quand même moins dur, j'étais entre 2 et 3. Et à l'époque, j'avais quand même 18-19 ans, je n'avais pas su lui répondre. Donc ça m'est resté. Je n'avais pas trouvé les mots, ça a trouvé ça très dur. Mais bon, je n'avais pas réussi à répondre. La personne qui était avec moi était elle-même choquée, mais n'a pas trouvé les mots non plus, n'a pas su répondre. Donc ça, c'était un épisode important. Donc là, en fait, c'est important parce que ça m'est resté. C'est pour ça que je dis que c'est important. Ça m'a aidé plus tard à faire attention. Donc là, je suis en maîtrise, j'échoue, je me retrouve en France, passer en redoublement de master. Et ben ça a été dur jusqu'au bout, ce master, parce que finalement, j'ai réussi à l'avoir, mais en deuxième session, en septembre. Alors, j'ai réussi à avoir la moyenne, là, mais ça a été dur. Ça a été dur, donc là, je comprends que les études correspondance, c'est pas pour moi. Donc là, j'arrive pas à avoir le Master 2 ou le DSS à l'époque que je veux. Je fais un DSS moyen. Bon, c'est un faire international, c'est pas mal. C'était bien, on a eu des bons profs, c'était cool quand j'étais dedans, c'était bien, mais ça m'a pas non plus plus que ça. J'étais pas bon. Et alors tout de suite, là, il faut penser au travail, quoi. Et là, le travail, je tente à intégrer des boîtes pour faire des contrats en tant que juriste d'affaires. Donc je suis étudiant en juriste d'affaires, j'essaie de faire des stages. C'est super difficile, l'insertion professionnelle. On me ferme la porte, enfin il y a plein de portes qui se ferment, etc. Et puis à chaque fois, on me répond pas directement. J'ai jamais les raisons pourquoi. Je suis pas tellement cadré, je suis pas aidé non plus. Je suis assez seul là-dessus. Je suis avec mes potes jeunes, handicapés ou pas, mais bon, qui vivent la même chose. Mais finalement, qu'avance, et moi j'ai un peu de mal.
Et donc là, qu'à cela tienne, qu'est-ce que je dis? Bon, bah, de toute façon, je monte ma boîte. Alors je commence à chercher, je monte. Qu'est-ce que j'aime? Moi, j'adore la musique, j'adore le son, l'informatique, c'est mes passions. Il y a un pote qui me dit, vas-y, tiens, j'ai un studio d'enregistrement, ça te dit de te lancer? Ben, on s'est lancé. Franchement, on s'est lancé pendant l'été. Ouais, on prend le local, on achète le bail commercial, aucune expérience. Et me voilà monter une boîte, une SARL. Franchement, moi j'avais mon expérience d'étudiant, donc je savais ce que c'était une société, je connaissais les théories, mais en pratique, pas d'expérience. Je monte une boîte, je prends un local, et là on commence à... Alors, j'avais fait de la musique depuis très longtemps, donc ça musicalement, ça allait. Au niveau outils studio d'enregistrement, ça allait plus ou moins, mais on avait créé des outils un peu pour qu'on puisse les utiliser, parce que j'ai monté la boîte avec un associé aveugle aussi. Donc 2 aveugles qui montent une boîte, hein, une folie. Pour avoir j'avais demandé un prêt bancaire. Alors ça, retenez bien pour ceux qui montent des boîtes, c'est extraordinaire. La même banque. Je demande à une banque à Rue Diderot. Donc Paris, c'est un quartier, ça s'appelle Rue Diderot. Refusé. Je vais dans la même banque, 500 mètres plus loin, parce que je fais naturellement un jeune qui débute. Donc je tente des trucs sans conscience. Je vais à la même banque, 500 mètres plus loin, mon dossier est accepté. Voilà, faut retenir. Pourquoi? Une question de personne a été touchée par mon parcours. Elle dit, bon, je veux bien essayer avec vous, on va voir ce que ça donne, je vous ouvre le compte. Une histoire de discussion, voilà. Moi, en fait, c'est toujours ça. Ça a toujours été le lien. Vraiment, ça a été. Donc là, pareil, propriétaire du local, une personne incroyable. Elle nous aide à nous mettre en place, à nous installer, etc. Donc on commence, qu'est-ce qu'on fait? On enregistre les gens. Et je me lance, donc tous les jours, mon boulot, on était 2, on enregistrait, on a repris les clients qui étaient là, puis on a continué, on enregistrait les gens. Donc j'ai gagné ma vie comme ça pendant 3 ans. Je ne gagnais pas spécialement beaucoup d'argent, mais je gagnais ma vie. Et puis c'était quand même une super expérience, c'était quand même génial, hein, franchement. Après on faisait des enregistrements avec les enfants, ça c'était top. C'était super fatigant, mais on avait des enfants qui venaient par classe. Et on enregistrait, on faisait des projets... donc ça faisait des petits CD à la fin, les gens étaient super contents et tout. Enfin, c'était, Et donc là, on a embauché quelqu'un, donc là c'était première expérience d'entrepreneur. Voilà, donc ça a duré 3 ans. 3 ans où ça tournait à peu près. C'était beaucoup de travail, et puis c'était assez loin de chez moi, donc il y avait beaucoup de transport. Ça c'était un peu dur, la question de transport c'était un peu dur, j'étais fatigué à la fin. Puis je comptais pas mes heures. Mais ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a appris à comprendre que le travail, c'est pas spécialement le nombre d'heures que tu fais... ça m'a appris à gérer aussi un compte professionnel. Voilà, bon, il faut payer les charges, il faut payer les cotisations. Donc une petite expérience assez douce, pas trop de problèmes. Pas trop de problèmes. Avec les clients, parfois c'était un peu chaud parce qu'on enregistrait tout type d'artistes, hein, vous imaginez. Donc il y avait des artistes qui étaient bien sur soi, propres sur eux. Il y en avait d'autres qui venaient un peu abîmés. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que vous pouvez comprendre. Mais j'ai jamais pensé en problème de sécurité. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Il y a un pote à moi qui venait avec qui on bossait. Qui me dit, mais c'est vrai, il y a un samedi où ça s'est pas très bien passé. Avec un groupe qui était venu. Et là, ils avaient un peu abusé sur les substances, sur tout ce qui va. Et là, moi, je n'avais pas perçu. Franchement, j'ai jamais eu peur. Mais là, mon pote me dit, faites attention les gars. Il me parlait à mon pote et mon associé et moi. Il dit, faites attention les gars. Faut pas que ça tourne mal. J'ai eu 2-3 voisins qui sont venus parce qu'ils avaient aussi déconné. Ouais, faut faire attention, ce que vous faites, vous amenez un peu n'importe qui. C'était pas vrai, hein, mais voilà, c'est comme ça qu'on s'est fait attaquer. Et je me suis dit, faut qu'on fasse gaffe. C'est vrai, il a peut-être raison, faut qu'on fasse attention. On a continué, mais on a mis des mesures en place pour faire attention. Parce que c'est vrai, nous, le studio, le sous-sol, on voit pas. Bon, faut faire confiance aux gens, mais il faut aussi être vigilant. Bon, voilà. Mais en vérité, vous voyez, finalement, nous, on n'a jamais eu de soucis. Jamais de matériel cassé, alors qu'on avait du matos, il y en avait pour 100 000 balles. Hein, console de mixage, 30 000 balles. Micro, des préamplis qui coûtaient super cher, des super micros. Enfin, tout matériel de musique, c'est très cher. Hein, donc, on en avait vraiment pour des dizaines de milliers d'euros. Parce que petit à petit, on avait à chaque fois, on rajoutait, dès qu'on avait un peu d'argent, on rajoutait un synthé, on rajoutait des enceintes, on rajoutait des instruments, on rajoutait... voilà. Mais, perso, on n'a jamais eu de soucis, mais on a eu cette menace-là,
Et puis après, ce qui s'est passé finalement, c'est que les petits studios, leur activité a beaucoup baissé justement avec la musique assistée par ordinateur. Et là, petit à petit, on perdait des clients. C'est-à-dire qu'il y en avait de moins en moins. Et au bout de 6 mois, 1 an, l'activité a baissé. Donc là, on n'arrivait plus à sortir quelque chose pour gagner notre vie. On était un peu financièrement, c'était pas fou. Donc là, on s'est dit, il y a une difficulté, qu'est-ce qu'on fait? Et puis on s'est dit, nous on connaît bien l'informatique, on connaît la musique, on va essayer de proposer quelque chose pour aider les déficients visuels, puisqu'on l'avait fait pour nous en fait, des solutions, des logiciels adaptés. Donc puisqu'on l'a fait pour nous, autant le proposer. Donc on s'est mis sur ce marché-là, qui est une niche pour le coup, donc c'est les logiciels de musique adaptés pour les déficients visuels. Donc on avait un logiciel qu'on a déjà fait, qu'on vendait, qu'on s'est mis à vendre. Et puis après, on avait un autre logiciel de montage qu'on a créé de A à Z. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On a mis une stratégie économique en place, commerciale. On s'est dit, donc on s'est mis à vendre tous les produits autour de la déficience visuelle, plage braille, donc écran braille, loupe de grossissement, tout appareil spécifique. Et on s'est dit, avec cet argent-là qu'on va gagner en vendant du matériel, nous, on va développer, parce que notre ambition, c'était le développement, c'était pas la vente. Ce qui nous intéressait, c'est le développement. La vente, franchement, c'était pas intéressant. Pas très intéressant. C'est toujours le côté client, mais sinon, voilà. Donc, on a embauché des ingénieurs. Donc là, une erreur un peu qu'on a faite, mais bon, c'était super aussi, parce qu'on a rencontré encore des gens incroyables. On a recruté des ingénieurs en informatique. Bon, ça que c'est pas donné, les ingénieurs informatiques. Donc, il faut rentrer, faut avoir une trésorerie assez solide. Et puis, on a d'abord priorisé le développement du produit avant la partie commerciale. Après, on s'est repris, on a embauché un commercial pour essayer de vendre nos produits, etc. Et on a réussi, on a eu des prix, on a gagné des concours avec nos nouveautés, nos innovations. Ça, c'était génial. Et on a réussi à créer un logiciel de montage audio complètement accessible. Ça, c'était vraiment super. Très belle expérience. Après, on a créé un logiciel toujours autour du vocal. On était assez spécialisé là-dessus. Sur la vocalisation des sites web. On a fait des choses comme ça. Mais après, on a eu une grosse difficulté. J'essaie d'avancer vite parce que ça ne peut pas être saoulant. Mais on a une grosse difficulté. N'hésite pas, Catherine. Je ne sais pas si tu veux me couper. Oui, vas-y. Non, je t'écoute avec attention. Donc là, la boîte finalement commence à bien fonctionner, on commence à gagner de l'argent, ça tourne, mais là, changement, alors c'était du financement public pour financer souvent les matériels, et là, il y a une grosse évolution de la législation, et là, d'un seul coup, on perd 50 000 €, je me souviens très bien, et surtout 6 mois de trésorerie où il n'y a plus d'aide, il n'y a plus de dossier, il n'y a plus rien, plus d'entrée. Donc là, 50 000 plus 6 mois de dossiers bloqués. Nous, on commençait à grimper, mais on n'avait pas une trésorerie suffisante pour tenir. Donc là, pendant 1 an, on faisait un peu à côté des petites missions, etc. Donc on faisait de la maintenance, on faisait beaucoup d'informatique. Au-delà de l'aspect handicap, nous, on faisait de la maintenance informatique, on avait des parcs informatiques à gérer, etc. Donc on tient comme ça. Mais au bout d'un moment, franchement, on est vraiment en difficulté. Alors qu'on avait une situation financière qui était bonne. Et là, on passe dans le rouge. Donc là, gros problème d'argent, les salaires à sortir, etc. Donc là, on est en 2007. Grosse difficulté. Et là, clairement, on n'arrive plus à payer, quoi. Donc là, faut prendre des décisions. Alors juste avant, j'avais quelqu'un aussi. Ça, c'était un premier moment difficile en tant que... Donc j'avais embauché, on était monté jusqu'à 9 personnes. Donc, le premier moment très difficile en tant que patron, voilà, c'est ça, gestion financière. Deuxième moment, il y avait aussi quelqu'un avec qui j'avais des soucis. Première personne que je licencie, franchement, c'était compliqué. Je n'avais pas aimé ça, mais je n'avais pas le choix, selon moi, donc je l'ai fait. Donc, je me suis retrouvé un procès, prud'homme et compagnie. Mais bon, il faut toujours retenir, c'est que les difficultés, ça nous renforce. Ça nous permet vraiment de se développer encore plus. Donc, moi, tout ça, et surtout la peur. Moi, c'est vraiment, je suis quelqu'un, j'aime pas les histoires en vérité, j'aime pas les problèmes, j'aime pas les histoires. Donc voilà, quand il y en a, en vérité, au premier abord, j'ai pas envie d'y aller. Mais je sais que c'est le seul moyen d'y aller, donc j'y vais. C'est toujours le courage. Voilà, moi, c'est le courage, c'est ça. Moi, je suis un gars au courage, voilà, je suis pas rien d'autre, mais ça, je l'ai. Donc,
Et ben donc on fait un plan. Mais ce qui était super dans cette boîte, c'est que j'ai compris aussi qu'on pouvait faire des choses en étant humain. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je peux le dire, et jusqu'à aujourd'hui je peux le dire, moi je suis en contact avec tous les gens qui ont bossé pour moi. Sauf ce gars-là avec qui ça s'est mal passé malheureusement, ou ceux qui sont partis, qui ont décidé de partir ailleurs, j'ai pas eu de suivi, mais sinon je m'entends avec tout le monde. Et jusqu'à aujourd'hui, et j'ai aidé tout le monde. C'est-à-dire que j'ai dû licencier les gens là pour raisons économiques, mais j'ai fait ce que je pouvais à ma mesure pour leur trouver un nouveau job. Et puis aujourd'hui je peux parler avec eux. Il y a eu ce lien humain qui a été très fort. Et en fait, ça s'est bien passé. Même si c'était difficile, ça s'est bien passé. Et même avec la propriétaire, à la fin, j'arrive plus à payer le loyer. Mais j'ai deux. Ah oui, un autre conseil que je vous donne. Quand vous voyez un problème, devancez-le. N'attendez pas. Moi, ça m'a beaucoup sauvé. C'est moi, je vois un problème, je vais le voir le problème. Je fuis jamais. Ça, je ne fuis pas. Des fois, j'ai pas envie, donc je peux décaler d'une journée ou deux, mais je décale pas beaucoup. Quand je vois un problème, j'y vais. Parce qu'en fait, on peut régler un problème si on le prend tôt, mais alors quand vous le laissez pourrir, c'est très dur, trop dur. Donc, et en plus, les gens, souvent, ils sont comme nous, c'est des humains. Franchement, les gens, ils sont compréhensifs. Mais il faut parler avec eux, il faut leur expliquer. Moi, la propriétaire, j'étais là voir, j'y arrive plus, j'ai des soucis, voilà ce qui m'arrive. On va discuter, comment on fait. Et puis je propose, voilà, et ça marche. Moi, j'ai eu plein de gens que j'arrivais plus à payer, des fournisseurs, je les ai tous appelés. Il n'y en a qu'un seul qui m'a mis qui a rien voulu savoir. Un seul. Tous, c'est passé. Tous. Et même, j'ai tout eu. Hein. Moi, j'ai eu l'URSSAF, j'ai eu, franchement, contrôle fiscal, parce que voilà, j'étais tellement débordé que j'arrivais plus à faire mes déclarations à temps. J'ai fait toutes les conneries qu'on peut faire. Je les ai toutes faites. Donc, j'ai eu contrôle fiscal, URSSAF, etc. Mais je m'en suis sorti partout. Parce que bon, déjà, voilà, je pense que j'étais quelqu'un d'honnête, hein, sans que ça, j'ai pas eu de soucis là-dessus. Mais vraiment, des procédures, j'avais ma gardienne qui n'en pouvait plus, qui était ma voisine dans l'immeuble où j'habitais, qui me dit « Monsieur, moi, j'en ai marre, il y a trop de gens qui viennent vous voir. » C'était des huissiers. Donc j'avais la visite des huissiers régulièrement, etc. Et moi, ça me faisait peur, parce que moi, j'ai été éduqué dans le sens, il ne faut pas avoir d'histoire, il ne faut pas de problème. Donc je détestais ça, et j'avais peur de ça. Donc moi, j'ai fait un gros travail sur moi, perso, justement pour dépasser ces peurs. Donc j'avais peur le matin, et je me disais non, mais je faisais un travail sur moi, voilà, je faisais des exercices, je ne vais pas rentrer en détail, mais en tout cas, voilà, j'ai toujours pris soin, chaque jour, de passer du temps pour moi, et jusqu'à aujourd'hui. Même une demi-heure, 20 minutes, 15, mais si je peux 1 heure, ou voilà, je faisais 1 heure. Donc ça, c'était selon le temps que j'avais, des fois 5 minutes, hein, mais en tout cas, je prenais un temps où je m'arrêtais, et je refaisais ma journée, je pensais à moi, je me recentrais, voilà. Pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai peur, voilà. Donc voilà, je peux vous dire que les matins où ça sonnait, où je savais que j'avais un problème, j'étais pas bien, hein, mais je me disais non, il faut que je dépasse ça et tout, j'essayais de passer au-dessus. Donc tout ça, ça m'a beaucoup aidé. Donc là, j'ai eu quand même 2-3 ans, me suis retrouvé chez moi, dans plus de local commercial, avec des dettes, beaucoup de dettes, mais gérées, des dettes gérées, c'est-à-dire en contact avec les créanciers. Et ben j'ai réussi à rembourser tout le monde. J'ai tout remboursé. La boîte, je ne l'ai pas pliée, pas de dépôt de bilan. Et j'ai réussi à regagner ma vie. Parce que j'ai continué, là, je me suis reconsidéré, j'ai dit qu'est-ce que je vais faire. Donc il n'y avait plus de salariés, on était 2 avec mon associé. Bon, on a refait des formations, j'ai refait ce que je savais faire. Donc c'est ce que je savais faire. Moi, je savais faire des formations. Je savais faire du dépannage informatique. Bah voilà. Donc je passais ma vie à installer des Windows. Puis je faisais un peu des fois des séminaires un peu parce que j'avais fait des conférences sur le handicap, donc je suis reparti là-dessus, et puis je faisais de l'informatique pour tout à chacun. Là, c'était pas le handicap spécialement, mais voilà, donc j'avais fait des annonces, et puis je vendais mes services. Bon, je m'en sortais comme ça. J'ai beaucoup bossé, mais j'ai réussi à remonter la pente, et j'ai réussi même à faire en sorte que la société retrouve une trésorerie, quoi, de l'argent, etc. J'étais content. Et puis, dans mes rêves d'enfant, j'avais dit que je voulais monter une boîte et je voulais contribuer dans la mesure. J'avais écrit comme ça sur une feuille, je veux contribuer dans la mesure de mes moyens à améliorer les conditions pour les déficients visuels. Voilà, pour mes frères de condition.
Et j'ai un pote avec qui je parlais beaucoup, qui est aussi entrepreneur, qui est super. Et on parlait un jour, puis il me dit tiens, il y a quelqu'un, alors une association qui s'appelle l'Association Valentin, oui, ils cherchent un consultant. Et parce qu'ils ont besoin de quelqu'un pour réfléchir sur un nouveau métier pour les déficients visuels. Je dis bon, pourquoi pas. Alors moi, j'ai dit ok. Donc là, je me retrouve, j'envoie mon CV, tout ça, puis je suis convoqué. J'y vais sans attendre quelque chose de spécial, mais j'y vais. On a un échange avec le directeur de l'institution. Et puis, il se passe 6 mois. J'ai plus de nouvelles d'eux. L'échange s'était bien passé, mais il n'y a plus de nouvelles. Bon. Alors moi, j'étais reparti dans mes trucs. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Faut que j'essaie de lancer des projets. Faut que j'essaie de me former. Enfin, j'avais des ambitions. Et puis, il me rappelle, finalement, 6 mois après, en disant, est-ce qu'on peut se revoir? Ok, on se revoit. Et puis, il me dit, bon, nous, on cherche quelqu'un qui nous aide à créer des nouvelles formations. Je trouve ça génial. J'y avais pas pensé. C'est génial. Formation pour déficients visuels. Je dis, ok. Comment on fait? Vous êtes consultant? Oui, très bien. Donc là, je commence en tant que consultant indépendant. Donc j'y vais de temps en temps, je vais à l'association. Mais le reste du temps, je suis chez moi. Donc je travaille sur la situation de l'emploi des déficients visuels. Moi, finalement, j'avais ma situation perso, mais ce n'est pas une situation sur laquelle j'avais travaillé vraiment. Il y a ma vie, mais sinon... Donc là, j'ai vraiment travaillé sérieusement. Que font les déficients visuels? Quelle est la situation de l'emploi? Quels sont les métiers accessibles? Enfin, moi, j'ai travaillé sérieusement dessus pendant des mois et des mois. Et au début, je pars sur des pistes, etc. Puis finalement, au bout d'1 ou 2 ans, j'arrive sur réparation de vélo. C'est la première idée que j'ai un jour. Je marchais dans la rue, j'entends un vélo qui se passe. Vous avez ma passion du vélo. Et je me dis, mais c'est sorti comme ça, hein, force, voilà, je marche. Et puis je me dis, mais non, mais on peut réparer un vélo. Moi, je l'avais fait, et puis c'est possible. Et là, je regarde si ça existe. Est-ce que des gens l'ont fait? Et puis, je trouve des Indiens. Je vois que sur Internet, je vois qu'il y a des Indiens qui réparent des scooters, des vélos. Ah, c'est bien, c'est super. Puis après, je rencontre des Anglais. Donc, j'appelle. Et là, je rencontre carrément un Français qui était en Normandie, qui faisait ça aussi. Super, on prend contact, on discute. Mais pas très développé. Les Anglais, super développés. Il y a un gars carrément qui a sa boutique qui a sa propre boutique et répare des vélos. Ah, je me dis, c'est génial. Donc là, je valide ça, je valide la piste, et puis je dis à l'association Valentin, oui, là où je suis aujourd'hui, je pense que c'est une bonne idée. Ça marche, et c'est un métier en développement, on peut le faire, c'est manuel, le tactile joue un rôle important, okay. Puis c'est validé. Et puis deuxième piste après que je fais valider, alors plus facile pour moi pour le coup, parce que c'est les métiers que je connaissais bien, c'est les métiers de l'informatique. Métier administrateur système et réseau, donc on valide ça, pareil on fait un gros projet, je passe sur les détails, mais du coup ça c'est ma mission de consultant. Et finalement à un moment donné ils étaient en difficulté, cherchaient des formateurs, donc ils m'ont demandé si je faisais des formations. Je dis oui, ça fait 10 ans que je fais des formations sur l'informatique adaptée, etc. Bon, j'en ai fait quelques heures, et puis ça dure 2 ans, puis au bout de 2 ans je suis fatigué de la formation. Et ça, j'ai toujours ressenti ça avec la formation, j'aime ça, mais ça me fatigue. Du coup, j'arrête, je veux arrêter de faire la formation, et puis un poste d'insertion, chargé d'insertion professionnelle qui se libère. Mais je dis, ça m'intéresse, c'est le prolongement de ce que j'ai fait, ça me dirait bien, donc finalement on trouve un accord, et je reste. Finalement, alors je pensais que ça serait terminé, finalement je reste. Et puis je suis embauché. Là, je suis plus consultant, je suis embauché. Je deviens salarié pour la première fois. Et donc je suis embauché pour faire chargé d'insertion professionnelle. Donc là, c'était super, c'était très bien. Je travaille avec une nouvelle collègue. On s'entend super bien, c'est génial, ça se passe bien. On met des choses en place. Et puis ça prend forme, et finalement aujourd'hui finalement c'est la prolongation, parce qu'aujourd'hui j'occupe un poste un peu plus de coordination, et c'est dans ces missions-là d'ailleurs que j'ai rencontré Catherine. Et donc voilà, donc ça c'est un peu mon histoire professionnelle. Et personnellement, aujourd'hui moi je suis en couple. Et alors c'est quelqu'un qui voit, donc c'est pas, on peut être en couple avec quelqu'un qui voit, c'est pas une difficulté, heureusement. J'apprends, ce que je veux dire, c'est dans ma vie finalement, que ça soit perso ou pro, en fait
quand tout à l'heure je vous ai raconté mon histoire d'étudiant, finalement j'avais tellement accepté le handicap, tellement que je l'oubliais. Moi-même, j'y pensais plus. Et je me suis aperçu quelques années après que c'était pas l'idéal. En fait, l'idéal, il faut l'accepter, mais il faut pas l'oublier. Pourquoi ? Parce que sinon, quand on a des réponses, on oublie la justification handicap. Et malheureusement, le handicap c'est un frein au départ. C'est-à-dire que quand on arrive avec quelqu'un, et il faut qu'on avance tous là-dessus, parce que pour nous, en tant que personnes handicapées, c'est une difficulté. Pour les personnes face à nous, elles ne savent pas comment réagir, etc. Donc, vaut mieux se l'avouer. Je pense que c'est mieux. Donc, moi maintenant, j'essaie de ne pas l'oublier. Parce que aussi, parfois, on peut faire des erreurs. Quand on oublie qu'on est handicapé alors qu'on l'est, on peut se brûler. On peut se mettre un peu en danger. Donc, il faut le savoir. Donc, maintenant, je suis un vieux sage. J'essaye. Et donc, voilà, il ne faut pas l'oublier. C'est important. Mais en même temps, il faut pas non plus être omnubilé par ça, parce que sinon, on ne fait rien. Mais il faut en être conscient. Par exemple, moi, quand j'ai voulu faire du judo, je me suis inscrit à un club classique autour de chez moi. Ils n'ont pas voulu me prendre. On m'a dit non, vous ne pouvez pas, etc. Et finalement, l'année d'après, comme l'histoire de la banque, je tente un club 500 mètres plus loin dans le même arrondissement. Le gars, super intéressé, qui avait déjà vu des aveugles combattre, donc vous voyez, ça ne se joue que là-dessus. Et qui dit, moi je veux bien tenter l'expérience. Je ne sais pas comment on fait, mais je veux bien tenter. Je lui dis, vous inquiétez pas, je saurai vous dire ce qu'il faut faire. Voilà, moi j'ai besoin un peu plus de description. Si vous êtes d'accord pour le faire, ça va marcher nickel. J'ai passé 4 ans avec eux, c'était génial. J'ai rencontré des amis, on a fait plein de trucs, c'était top. La question ne s'est jamais reposée. Jamais. Donc c'est ça. C'est toujours cette approche-là. C'est-à-dire que moi j'ai appris à faire de la pédagogie par rapport à la situation de handicap. Et aussi, on a de la chance d'avoir des gens qui sont ouverts. C'est pour ça que la différence, c'est pas que le handicap, c'est tout. On est tous différents. Ouais, vraiment, ça c'est clair, on est tous différents, on a tous une différence. Il faut être capable de la voir, de l'accepter. Et vous inquiétez pas, même en tant qu'handicapé, on a aussi cette difficulté à accepter la différence. Hein. On n'est pas moins intolérant, malheureusement. Donc, on doit tous faire ce travail-là toute sa vie, d'accepter soi-même, d'accepter l'autre. Ça ne s'arrête jamais. Et on apprend toujours. Moi, je veux dire, aujourd'hui, ça fait 4 ans que je suis ici. Je m'occupe principalement, c'est vrai, de l'insertion professionnelle. Et c'est vraiment l'objectif que j'ai au niveau pro. Mais c'est toujours j'apprends énormément des gens qui me surprennent moi-même. Et voilà, et perso, j'essaie de gérer au mieux en faisant un peu de pub, en me connaissant mieux, en me connaissant bien, en m'acceptant, en me disant aussi qu'il y a des choses que vaut mieux que je ne fasse pas. Puis je les fais pas. Et puis voilà, donc aujourd'hui, je sais que j'aide par exemple ma compagne dans la restauration. C'est un domaine que je connais pas. Par contre, c'est vrai que j'ai une expérience d'entrepreneur, donc là-dessus, je peux aider. J'aide un petit peu, ça m'intéresse, mais j'apprends énormément de choses. Et en même temps, voilà, il y a des tâches que je peux faire, mais demain, je vais pas me lancer à faire la cuisine. Mais par contre, ça m'est arrivé de faire la plonge. Voilà. Ça m'est arrivé dans son restaurant, je fais la plonge. Je lui dis ça, je peux faire, je suis tout seul. Mais voilà, le service, je vais pas le faire. Non, je vais balancer une assiette sur quelqu'un, ça va pas être terrible. Mais voilà, donc c'est la vie, et c'est les rencontres. Hein. Franchement, moi, c'est que des rencontres. Moi, ce n'est que ça. Donc voilà ce que je peux dire. Je sais pas si tu as des questions, Catherine. Wow, quel magnifique parcours, Najib. J'ai découvert plein de choses en fait. Et du coup, en fait, quand je t'écoute, je retrouve les clés principales. Tu as dit quelque chose d'intéressant et d'important, c'est qu'on est tous différents finalement. Et accueillir sa différence, l'accepter pour justement... c'est l'équilibre entre l'accepter, être conscient qu'on a une différence, mais essayer à un moment donné de l'intégrer en fait, comme une partie prenante de soi. Et en fait, je retrouve les clés. Si je t'écoute là, si je résume un petit peu toutes les clés que tu nous as filées pendant
ce, ce beau témoignage. Il y a vraiment cette histoire de... J'entends la notion de défi, parce que le nombre de fois où on t'a dit t'auras pas le bac, t'auras pas ceci, on te prend pas, voilà, et toi tu continues, du crédit, il n'y a pas le crédit, mais c'est pas grave, je fais la banque quelques mètres plus loin. Il y a cette notion de persévérance, de j'y vais quand même, de courage, j'ai noté aussi l'audace, oser faire quelque chose, oser aller sur un truc que tu connais pas. C'est vrai. Voilà. Et puis, ce que j'ai retenu aussi, c'est les conneries comme apprentissage, quoi. Moi, je dis toujours, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages. Ben, c'est comment on tire un enseignement de ce qui nous arrive, quoi. C'est pas un mur, un obstacle qui nous freine, mais c'est quelque chose qui nous indique le moyen de continuer, en fait. Ouais, c'est vrai. Alors, en fait, ça me rappelle, c'est que j'avais un prof de philo il m'avait dit, c'est bien, tu es courageux. Ça, quand même, je dois le dire, et ça m'avait encouragé, justement. Et ce qui a été... donc, moi, je reviens, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont fermé la porte, etc. Mais il y a aussi, de l'autre côté, vraiment beaucoup de gens qui m'ont ouvert la porte parce que c'est vrai que j'ai un caractère, je fais pas la gueule, je suis plutôt souriant, j'ai envie de partager, voilà, j'aime les gens, donc ça aide énormément, vraiment, c'est sûr, on est tous comme ça, on a envie d'aider quelqu'un qui est sympa avec nous, donc les gens ils sont pareils, donc moi je vous encourage, c'est vrai, qu'à développer les qualités d'altruisme, franchement, d'altruisme, de prise en compte de l'autre, de bienveillance. C'est un peu un mot tarte à la crème, mais franchement, c'est quand même vrai. Moi, je trouve que c'est vrai. Donc, ça, c'est très important et ça m'a ouvert des portes. Ça, sur ce plan-là, c'est clair. C'est clair. Mais après, les erreurs, j'en ai fait plein. Ma boîte, ça a été une succession d'erreurs, vraiment. Je veux dire, mais c'est un apprentissage. Ça m'a donné une expérience énorme, une maturité, voilà, et des choses que je ne referai peut-être pas, ou en tout cas, il y a peut-être des chances que je ne le refasse pas, mais voilà, on apprend toujours. Même aujourd'hui, j'apprends encore, et c'est ça qui me plaît là dans mes nouvelles, dans l'évolution de mon poste, etc. par exemple. Bah justement, en tant que responsable de réadaptation professionnelle, là, je regardais ton titre. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux entreprises qui parfois sont un peu frileuses pour avoir intégré le handicap dans leur stratégie? Alors moi, ce que j'ai envie de dire en tant que... Oui, alors en plus, c'est vrai qu'on peut dire, c'est que l'an dernier, et ça c'est vrai, comme dit Catherine, j'ai eu de l'audace, c'est que alors que je travaillais, j'ai aussi validé un master au CNAM que j'ai fait en ressources humaines. Donc ça, c'est intéressant par rapport à la question que tu poses, donc ça, c'est un sujet qui m'a intéressé, mais pour l'accueil des personnes handicapées, ce que j'ai envie de dire aux entreprises, dans un monde où ça change vraiment très vite, dans un monde où il faut s'ouvrir à justement toutes les personnes différentes, même déjà en tant que client, que utilisateur, que bénéficiaire, ça veut dire que, et là on sent ça, il faut dire qu'il faut éviter d'avoir des clones dans une boîte. Enfin vraiment, c'est d'abord ça que je dirais. C'est que à force d'embaucher des profils qui se ressemblent, parce que ça rassure, on connaît ça, mais vous avez proposé que du produit qui se ressemble. Si demain vous voulez proposer un service différent, qui va un peu sur les marges, un produit différent, faut embaucher des gens différents. Et différents dans toute la largeur, qui pensent différemment, qui agissent différemment. Il y a plein de boîtes qui font plein de trucs géniaux. Là, on peut dire, même avec la période Covid qu'on a passée, ça a poussé les entreprises à faire des changements qu'elles auraient mis 10 ans à faire. Que ce soit le digital, que ce soit l'évolution du télétravail, ça y est, on commence enfin à faire confiance aux salariés. S'il n'est pas là, il bosse quand même, etc. C'est-à-dire qu'on essaye, beaucoup de boîtes essayent de créer une nouvelle relation avec leurs salariés, mais il ne faut pas lâcher, il faut continuer, il faut aller plus loin, il faut ouvrir. Parce qu'avec la différence, vous allez non seulement garder vos salariés, parce qu'ils vont se sentir eux-mêmes dans leur travail, et vous allez aussi créer des choses auxquelles vous n'aurez jamais pensé. Alors qu'en embauchant des clones,
bac plus 5 jusqu'à 23 ans, qui a fait ça, etc., qui fonctionne ainsi, qui fonctionne cela. C'est vrai que c'est plus facile dans l'organisation quotidienne, ça je vous le concède, mais je vous encourage à prendre des risques, parce que ça va être la clé du succès, à mon avis. À mon avis, c'est la clé du succès. Alors, bien sûr, je connais les compétences des entreprises pour toujours mettre un minimum de cadres, de règles, je comprends. Mais moi, je suis là, par exemple, pour dire que la différence créera des choses différentes et nouvelles. Pour l'innovation, il n'y a rien de tel. Et là, on est dans un monde où l'innovation, ça va juste de plus en plus vite. C'est tout. Moi, je pense que c'est l'argument essentiel. Donc, pour les déficients visuels, ça peut faire peur, je comprends. Mais il ne faut pas hésiter à poser des questions. Il ne faut pas hésiter à aborder les questions difficiles. Maintenant, je vais vous dire, si vous avez une personne handicapée qui postule, moi déjà, je trouve que c'est déjà une marque de grand courage. Parce que ce qu'on sous-estime, on sous-estime les premières actions. Les premières actions de se déplacer, de faire un CV, de se rendre à un rendez-vous, c'est déjà une preuve de courage. Donc si vous avez une personne handicapée qui se présente à vous, qui vous dit « moi j'aimerais travailler, je sais faire ça, etc. », c'est déjà quelqu'un d'exceptionnel. Parce qu'il a réussi à sortir de sa condition sociale et de santé, etc. pour venir à vous. Donc faites-en comme quoi déjà une preuve de persévérance, de courage. Ça, pour moi, c'est clair, on le voit, parce que ne vous inquiétez pas, le parcours de la personne handicapée, il reste difficile. Mais les gens que vous allez rencontrer, si c'est des gens qui ont réussi à faire un parcours, c'est des gens qui ont des qualités de ténacité, de persévérance remarquables. Et ça, vous pouvez déjà le constater quand vous avez des réussites avec des personnes handicapées dans l'entreprise. C'est souvent des gens qui ne se plaignent pas, qui ont envie de faire. Maintenant, la formation, il ne faut pas hésiter, c'est des outils qu'on a de plus en plus, donc il ne faut pas hésiter sur la formation, il ne faut pas hésiter sur redéfinir les tâches en prenant la situation la situation de personnes handicapées. Il faut adapter, on est d'accord, c'est important, il faut prendre en compte la personne, pas faire comme s'il n'y avait pas de différence, mais faut faire confiance à ses capacités de résilience, de mobilisation, de développement. Ça, c'est la source pour l'innovation, pour moi. Ah, bel encouragement. Bel encouragement, Najib. Et c'est vrai, je te rejoins complètement. On est vraiment à une période où il y a une nécessité de se réinventer. Et l'innovation, elle viendra par... je dis souvent dans ce podcast, à chaque fois qu'il y a eu une invention ou quelque chose de nouveau, c'était quelqu'un qui a fait un truc différemment, quoi, qui était différent, qui était out of the box, quoi. Donc, c'est vraiment un encouragement à s'aventurer, en fait. Parce que c'est une aventure, c'est sûr, mais qui peut être vraiment porteuse. Je te rejoins quand tu disais qu'il faut valoriser l'erreur, le droit à l'erreur. Voilà. C'est important, c'est-à-dire que test and learn. Tester, il faut essayer, on apprend, on avance. Il y a des choses on peut revenir en arrière. Oui, c'est pas bon, on s'est trompé, on revient en arrière, on refait, on change. Mais il faut essayer, il faut tenter. Ça n'empêche pas de poser un cadre, de se définir des limites, mais il faut tenter des choses audacieuses, nouvelles. Ça, pour moi, c'est clair. Et l'embauche des handicapés, ça en fait partie pour ouvrir des nouveaux horizons. Super. Écoute, merci beaucoup, Najib. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais rajouter avant que l'on ne se quitte ? Écoute, déjà, je te remercie, Catherine, franchement, de m'avoir donné l'occasion de partager avec vous tous cette expérience. J'ai été très sincère. Vraiment, je vous ai donné vraiment comme ce que j'étais, les problèmes, mes chances. Parce que je crois beaucoup plus largement que le handicap. Moi, c'est l'humain. Et si vous savez, c'est le problème de l'embauche des handicapés, c'est la même difficulté. En tant qu'humain, finalement, on est en même temps nous-mêmes, mais on est en même temps tout. Donc, quand on voit certaines
des femmes qui ont des difficultés pour le congé maternité, qui ne retrouvent pas leur passe, qui ont leur évolution de carrière cassée, pour moi, c'est incompréhensible. Je veux dire, c'est un tout. Si on a la chance de pouvoir travailler, si on a la chance de pouvoir être au top, brillant, en fait, c'est une chance. C'est un devoir. Pour moi, c'est un devoir. Donc, le devoir, il est de faire sa part, de contribuer à la société, à la collectivité, à la communauté. Et on a une responsabilité à faire monter dans le bateau ceux qui sont différents ou qui montent différemment. Si on peut le faire, c'est qu'on doit le faire. Voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, à notre niveau, avec nos capacités, avec notre temps, il n'y a aucun problème. Et si on n'aide qu'une personne, c'est déjà énorme. Mais on a cette responsabilité et on peut pas démissionner en disant c'est pas performant ou c'est pas suffisant. C'est pas un argument suffisant. Pour moi, il y a aussi un argument d'humanité. Donc que ça soit pour le droit des personnes handicapées, que ça soit pour l'égalité salariale entre hommes et femmes, que ça soit, etc. C'est des questions, normalement, c'est toujours le bon sens. Hein, si on réfléchit, il n'y a aucune justification à dire que les femmes sont 15% à 25% moins payées que les hommes. Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune à dire que les handicapés, quand ils peuvent le faire, ne soient pas embauchés. Il n'y a pas de raison. Donc, voilà, c'est un côté un peu militant, je suis désolé. Merci. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup, Najib, d'avoir partagé ce moment-là avec nous, avec effectivement beaucoup de sincérité, beaucoup d'émotions aussi par moment. Voilà, quant à vous, j'espère que ce témoignage pourra vous inspirer déjà. Et puis vous aider à trouver des clés. Là, Najib vous a partagé vraiment plein de trésors sur la manière d'appréhender une difficulté. Voilà, et j'espère que ça vous aidera dans vos zones de turbulence. N'hésitez pas à partager ce podcast si vous l'avez aimé. Et puis moi je vous donne rendez-vous lundi prochain et je vous souhaite une belle semaine. Salut les belles âmes.